Vivre en paix, c'est vivre en connaissant les règles de la nature, en maîtrisant les principes basiques de la vie. Parmi ces principes, il y a le respect. Et ce respect, nous y tenons par ici car nous sommes convaincus que sans vous, nous ne pouvons communiquer et nous faire entendre. Et merci à vous de nous rendre si bien à ce respect en étant toujours présents devant vos petits écrans. Bonjour chers amis du RDVM. Jeudi, nous parlons aujourd'hui d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais au-delà, qui fait surtout réfléchir. Généralement, vous entendez, il a miné sa femme ou il a placé la ceinture de sécurité à sa femme. Mais tout ceci, pourquoi en réalité? Pour quelle efficacité au sein du couple? Jusqu'où cette ceinture peut conduire la femme? Y a-t-il que des avantages à cela? C'est le thème du débat de ce jeudi. Ne changez donc pas votre position. Mais avant le débat de chronique, la minute de l'entrepreneur et de l'agriculteur. On installe ma team. Ariane Da Silva, bonjour. Bonjour Rebecca, comment vas-tu? Je rayonne, et toi? Ça se voit que tu rayonnes. Tu vois? Oh, mais dis donc, tu n'as pas remarqué ma coiffure? J'ai remarqué. Ça fait plaisir de t'avoir encore ce jeudi sur ce plateau. Plaisir partagé. Ariane, aujourd'hui, comme tous les jeudis d'ailleurs, nous parlons de l'entrepreneur. Nous allons à la découverte d'un talent. Quelqu'un qui a laissé par exemple son métier de base pour embrasser. Dans un autre domaine. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans le domaine de l'audiovisuel. Dans notre domaine. Notre domaine, un confrère. Oui, on peut dire un confrère, on peut dire, je ne sais pas comment on va l'appeler. Invente peut-être un mot. On n'a qu'à garder d'abord confrère. Alors, Rebecca, aujourd'hui, nous allons recevoir Kebo Karel Okio. C'est bien comme ça qu'on lit votre nom. Alors, oui. Alors, c'est un jeune entrepreneur béninois. Il est aussi producteur. Bonjour, monsieur Okio. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur le plateau du rendez-vous de midi. Alors, quand je lis un peu son histoire, je me dis, parce que j'ai lu... il a un bac C, il a fait une formation en ingénierie informatique, c'est bien ça. Il a fait également des études en finance, mais aujourd'hui, il se retrouve patron d'audiovisuel. Mais il a d'une entreprise audiovisuelle, j'allais dire. Il a eu un diplôme en audiovisuel? Non. Dans le domaine de l'audiovisuel? Non. Par contre, il a un papa qui est reconnu dans le domaine du cinéma. Ok, d'accord. Voilà. D'accord, donc qui dit cinéma parle de l'audiovisuel aussi. Voilà. Hein. Ok, ça c'est mais ça fait quand même bizarre et je suis curieuse déjà de lui demander, mais pourquoi d'un bac C, d'une formation en finance, on se retrouve aujourd'hui à être patron d'entreprise audiovisuelle? Comment c'est possible? Comment ce cap-là a été passé? Je pense que la vie a des surprises. J'ai jamais voulu être... entrepreneur au départ. Je suis allé en informatique parce que je voulais être informaticien. J'ai travaillé un moment en informatique. Après, je voulais vraiment maîtriser tout ce qui était finance et tout ça. Donc, je suis allé vers finance parce que je voulais aller en banque. Parce que ma mère rêvait que je sois grand banquier. Et finalement, je suis tombé dans le visuel. Donc, vraiment, c'est un pur hasard. C'est un pur hasard qui vient d'un devoir d'école. Qui me demandait de faire un plan d'affaires sur un sujet que je maîtrisais. Un sujet sur lequel je devais ajouter une plus-value. Et comme j'avais vraiment fait beaucoup d'années derrière mon père, je connaissais un peu le milieu et je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses à améliorer. Voilà, donc j'ai fait le plan d'affaires dessus et ça a beaucoup plu au professeur. Donc quand je suis rentré des études, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, j'essaye et voilà. Mais aujourd'hui, quand votre papa, il vous voit, quand il voit tout ce que vous faites et tout, qu'est-ce qu'il en pense concrètement? Est-ce qu'il se dit, bon, finalement, voilà, il s'est retrouvé sur le même chemin que moi, je suis fière de lui, ou j'aurais voulu qu'il soit dans un autre domaine et tout? Je pense qu'il est fier. Je pense qu'il n'imaginait pas que je me retrouve un peu dans son environnement à lui, parce que j'étais parti pour être complètement ailleurs, dans tout ce qui était ingénierie, voilà. Et donc il est vraiment surpris. Et je crois qu'il est
assez fier de tout ce que j'ai pu faire depuis le temps. Est-ce que ce choix aussi n'est pas parti, par exemple, du fait que pendant longtemps, vous avez vu votre père à l'œuvre et être face à la caméra ou être derrière la caméra vous a en quelque sorte amené à faire ce choix des années plus tard? Peut-être que tout petit, vous avez déjà fait ce choix dans votre subconscient. Oui, oui. Souvent, c'est inconscient. On ne se rend pas compte. Et on suit l'environnement, on veut être comme les autres qu'on voit. Mais on ne se rend pas compte des talents qu'on a en nous. Ouais, donc, c'est en grandissant en fait, qu'on découvre qu'on a un talent particulier, qu'on a vraiment qu'on a nourri depuis l'enfance. Donc, on ne se rend pas compte souvent. Mais plus tard, on se découvre en fait des talents cachés. Voilà, donc c'est venu comme ça, sans faire exprès. D'accord. Elle a commencé par parler de votre père. Moi, j'ai envie de parler de votre mère. Elle a toujours voulu que vous soyez dans le domaine de la finance. Oui, je pense, oui. En fait, je pense que oui, toujours. Je pense qu'elle a toujours rêvé que je sois à la BCAO. Voilà. Elle a toujours rêvé de ça. Parce que son grand frère y était, donc elle a toujours voulu que je sois. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit? Elle est encore en vie, n'est-ce pas? Oui, elle est bien là. Elle est bien là. Elle est contente quand ça va bien et elle me fait les histoires quand ça ne va pas. Comme toutes les moments. Voilà. Mais toujours est-il que tous ces domaines-là vont vous aider. Ils vous aident? Oui. Actuellement, énormément. En tant que patron de l'organe. Oui, énormément, parce que je suis en même temps dans les solutions numériques pour audiovisuel. Donc, c'est ce que je n'avais pas dit, parce que c'est un profil qui peut l'intéresser. Ah, okay, elle est dans le domaine du numérique. Donc, voilà. Donc je suis énormément numérique, vu mon background. Et en même temps, je fais beaucoup de musique. Donc je m'occupe également de beaucoup de choses dans le domaine en fait, du showbiz, la musique et tout ça. Donc voilà, c'est un gros combo. C'est un ensemble qui permet de... Voilà. Et aujourd'hui, on sait que l'environnement de l'audiovisuel est très concurrentiel. Alors, qu'est-ce que vous faites, par exemple, pour vous démarquer? Je pense que, je vais dire malheureusement, il y a seulement une seule partie, en fait, qui est vraiment concurrentielle. D'accord. La partie déploiement traditionnelle. Voilà, traditionnelle, ou tout ce qui est genre tournage, voilà, beaucoup d'équipements, tout ça. Mais tout ce qui est production, d'émissions, de cinéma, séries, tout ça, documentaire, c'est complètement vide. Donc ça, il faut quand même pouvoir le développer. Et tout ce qui est également distribution, parce que maintenant, à l'aide du numérique, pour pouvoir distribuer un système actuel et tout ça, ça aussi, c'est assez occulté. Donc, quand on vous écoute, quand on lit un peu sur vous, on a l'impression que vous êtes un entrepreneur accompli. Accompli, est-ce qu'on y arrive? Je ne sais pas. Mais accompli, pas encore. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. D'accord. Encore loin de là. Mais bon, je peux dire que j'ai fait du chemin, c'est vrai, mais accompli, pas encore. Alors, vous avez fait du chemin. Est-ce que ça a été toujours facile? Ce n'est jamais facile. Quelles sont les difficultés, par exemple? Est-ce qu'il est arrivé un moment où vous avez eu envie d'abandonner, de laisser tomber, je sais pas, d'aller travailler pour quelqu'un, de gagner un salaire à la fin? Sincèrement, tous les jours. Sincèrement, tous les jours. Pourquoi? Il y a une heure où on a marre, on se dit, bon, ça va, j'aurais préféré être quelque part en banque. Et voilà, quoi. Mais pourquoi ça arrive comme ça? Chaque jour vient avec son lot de complications. Le challenge. C'est pas facile. Les réveils le matin, les stress, les mails reçus, tout, voilà. La gestion des employés. C'est pas facile. J'imagine. Mais bon, c'est quand même intéressant. Vous êtes dans le domaine de l'audiovisuel depuis combien de temps déjà? 2014. 2014, ça fait quand même un sacré moment. Ouais, mais avant de venir, vous avez déjà exploré d'autres pistes dans vos domaines d'études? Oui. Ok. Peut-être ça qui rend la chose plus facile pour vous en termes d'entrepreneuriat. C'est possible, c'est bien possible. C'est vrai que je viens de... je prends le profil de celui qui gère normalement tout ce qui est boîte audiovisuelle, parce que j'ai un profil complètement différent. Donc j'ai une gestion différente et une vision complètement différente. Mais Rebecca, si tu permets juste 30 secondes. Alors, si on vous envoyait par exemple un jeune béninois qui a envie d'entreprendre et on vous donnait l'occasion de lui donner des conseils, si je peux m'exprimer ainsi, qu'est-ce que vous allez lui dire? C'est beaucoup de résilience, beaucoup de constance, parce qu'il faut être là. Beaucoup de constance, de résilience.
beaucoup d'abnégation, de focus. C'est vrai qu'on a beaucoup de problèmes après cardiaques, mais bon, c'est beaucoup de focus, être déterminé, beaucoup de foi également. Et je pense que pour être entrepreneur à succès, il faut forcément être anormalement optimiste. C'est-à-dire qu'on est complètement à terre, mais on trouve quand même moyen de se relever. Donc on n'est pas, voilà, on est optimiste vraiment à un degré très Ne grand. lâche Voilà. rien. D'accord. C'est bon? C'est Ariane, bon, tu es ça peut satisfaite? aller. Pas totalement, mais bon, comme on a une contrainte de temps, Voilà. je suis obligée d'abandonner. Voilà. Alors Ariane, merci à toi. Merci à vous aussi, Kebo Okio. Merci, ça fait plaisir. Bon retour et Merci on beaucoup. espère vous revoir par ici. Pour des questions numériques. Oui, D'accord. oui. À tout à À l'heure. tout à l'heure. Taragbe et Valère Wansou va nous rejoindre sur ce plateau parce qu'on installe sa rubrique Ça pousse. Taragbe et Valère Wansou, bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour le plateau, bonjour chers téléspectateurs. Comment tu vas? Je rends grâce à Dieu et chez vous. Ça va. Comment va la terre? La terre, elle ne ment pas, elle va bien. Alors aujourd'hui, nous parlons de la tomate. Comment repiquer la tomate? Bien sûr. Alors, bonjour amis téléspectateurs. Aujourd'hui, on va parler du repiquage de la tomate. Ce que tout le monde peut d'abord faire, d'ailleurs faire, parce que ce n'est pas une activité hautement intellectuelle ou technique. Et il suffit juste d'avoir des semences de qualité. Et pour avoir ces semences de qualité, où est-ce qu'il faut aller? Chez les producteurs de semences professionnels, acheter des plaques de semis, soit de 72 trous ou alvéoles, ou bien de 105 alvéoles. Et ces plaques alvéolées ont déjà été entretenues par des jardiniers professionnels. Et vous, maintenant, chers amis téléspectateurs, ce qui va être intéressant pour vous, la plus grande partie du travail a déjà été abattue par les pépiniéristes professionnels. Il suffit juste d'acheter ces plaques de plantules de tomates prêtes pour aller au champ ou bien pour aller faire du jardinage avec et puis de les repiquer. Et c'est là l'objectif de ma présence aujourd'hui. Alors, un employé ou bien un ouvrier peu qualifié en matière de repiquage va vous perdre la moitié du rendement durant les 2 premières semaines. Parce que le repiquage est une activité de calme, de patience. Lorsque vous stressez un seul pied de tomate pendant le repiquage, ça se constate directement sur le rendement final. Un plan qui a même été bien entretenu pendant la pépinière, qui est un plan d'élite. Qu'est-ce que j'appelle un plan d'élite? C'est un plan qui est bien vert, qui a au moins 6 feuilles, qui se porte très bien. Même si elle a ses caractères ou ses caractéristiques, aller au champ et vous le stressez, ça veut dire que la plante ne va plus donner le même rendement. Et vous êtes en train de voir à l'écran, comme je suis en train de le faire, il faut bien préparer le lit de semis. Le lit de semis, c'est soit la planche, soit le pot de fleurs qui va accueillir ces plantés de tomates sur votre dalle à la maison. Parce que, sachez, hein, les chers amis téléspectateurs, vous pouvez vivre de vos tomates toute l'année sans même aller au marché. Si vous êtes un couple de même 10 enfants, vous avez une dalle de 50 mètres carrés, vous pouvez être autonome en matière de tomates et même de piments toute l'année en suivant seulement cette vidéo-là. Donc, du coup, les tomates, pour les repiquer, c'est hyper important, il faut enlever le pied de tomate avec de la motte de terre. C'est pour ça le côté des plaques alvéolées est hyper intéressant. Vous allez mettre votre doigt, si la régie va nous permettre, vous allez voir, quand on va défiler la vidéo, on met son doigt dans le trou. Il y a un trou en bas des plaques de semis. Vous faites sortir. La vidéo est d'ailleurs en cours depuis. Voilà, donc voilà la plaque de semis là que vous voyez. Et puis là, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de mettre mon doigt derrière la plaque alvéolée et puis je vais faire sortir le pied de tomate avec la motte de terre. Et cette motte de terre, c'est sa réserve de vie. Et dans cette motte de terre, il y a 70% de terreau, 10% de fientes de volaille décomposées, 10% de sable fin et 10% de vieilles cendres ou bien de tourteau de Nîmes. Le tourteau de Nîmes, son rôle, c'est de tuer les nématodes dans la solution et voilà, d'améliorer le pH ou bien la vieille cendre. Le sable fin, c'est d'améliorer la porosité de notre terreau. Donc, c'est déjà un terreau de luxe pour cette plante de tomate. Donc là, je repique à chaque fois
mes pieds de tomate avec la motte de terre. Et l'écartement sur une planche de 5 mètres de long ou de 10 mètres de long, la longueur importe peu, c'est la largeur qui importe. Une planche de tomate qui fait 1 mètre 20 de large, je vais constater un repiquage de 40 cm entre les plans et 80 cm entre les lignes. Donc, je repique à tous les 40 cm entre les plans et j'écarte les lignes de 80 cm. Et il est hyper important quand on est au champ de venir pailler tout ce qu'on a eu à faire parce que le paillage va permettre de conserver l'eau dans la solution du sol et qui dit eau dit vie. S'il n'y a pas d'eau, même les minéraux, les engrais qu'on a dans la solution du sol ne seront pas minéralisés, ne seront pas accessibles à la plante. Donc c'est l'eau même qui va même permettre la photosynthèse et c'est cette photosynthèse qui permet d'avoir les plants que nous consommons, les fruits que nous consommons, les fleurs que nous aimons. C'est grâce à la photosynthèse qu'on a du sucre qui est fabriqué, on a le métabolisme secondaire. C'est vraiment gentil de partager je vous en prie. ces conseils avec nous, Ariane Da Silva. On aime tous la tomate. On aime tous la tomate. De toute façon, on n'a pas le choix. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir cultiver ta tomate à la maison chez toi? Je crois bien quand j'étais petite. Enfin, question de curiosité, ce n'était rien de sérieux. Hein. Quand, par exemple, il y avait de la tomate, on jouait, on pressait les... Comment on appelle avec les boîtes de... Oui, voilà. Et on foutait ça dedans et on espérait, on arrose quoi. Et puis on espérait que ça pousse. Mais bon, dans ma vie d'adulte, je n'ai plus expérimenté ça. Donc, regardez sa vie d'adulte. Taragbe Valère Ronceau, merci pour ces conseils dans le domaine de l'agriculture. Les téléspectateurs en savent désormais davantage sur le repiquage de la tomate. Place maintenant à notre débat du jour. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous intéresser à un sujet qui fait beaucoup parler, mais qui fait aussi peur. Peur, oui, dans la mesure où ceci peut conduire même à la mort. Il s'agit des pratiques qu'utilisent les hommes pour, entre griffes, sécuriser leurs femmes. On appelle cette pratique miner sa femme ou lui mettre la ceinture de sécurité. Tenez-vous tranquille, il ne sera pas question de vous donner une recette pour miner votre femme. Il sera plutôt question de vous éclairer par rapport au contour de cette pratique qui continue d'être utilisée par certains hommes afin que vous en tirez vous-même les conclusions nécessaires. Pour en parler, mes chroniqueurs évidemment, mais aussi deux invités que vous connaissez très bien. Florent Eustache-Ressou, il a plusieurs casquettes, mais il est avant tout un aîné et un aîné dans le métier. Plusieurs casquettes, j'ai commencé par le dire, mais ce midi, il est avec nous en sa qualité de docteur en sociologie et anthropologie de développement. Docteur Ressou, bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour tout le monde, bonjour chères téléspectatrices et téléspectateurs. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir. Et en face, Madame Fenoua Pouvoir, qu'on ne présente plus, évidemment. Plusieurs casquettes, mais son expérience en tant que femme au foyer et femme responsable d'une ONG qui s'occupe des femmes aussi. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Alors, ceinture de sécurité dans le couple, pour quelle efficacité, c'est bien sûr le thème. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que quelqu'un sur le plateau est miné ou a déjà miné? Je commence par qui? Bon, si je commence par Ariane, elle me dit, elle va me dire qu'elle ne connaît pas. C'est pas un sujet que je maîtrise, donc voilà. je préfère donc, écouter. Donc tu ne sais pas si tu es miné? Je dis je préfère écouter, Rebecca. Madame Apovo, est-ce que vous êtes miné? Je dirais... Ou sécurisé? Je dirais sans abâche, non. Non. Pas du tout. Je suis tentée de vous demander et pourquoi, mais je ne vais pas poser la question. Non, je peux répondre sans problème. Non, tout de suite, je reviens. Je reviens. Alors, Taragbe, tu as déjà miné? Non. Est-ce que tu sais même d'abord ce qu'on appelle miner quelqu'un? Miner, c'est pas de mine, c'est quoi? Comme pour les militaires ou quoi? C'est quel mine? Donc, en fait, tu ne sais pas. Non, je ne sais pas. D'accord.
J'ai pas envie de demander au docteur s'il a déjà miné. Je vais tout simplement lui poser cette question. Qu'appelle-t-on réellement miner une femme ou lui mettre la ceinture de sécurité? Merci beaucoup, Rebecca. Vous savez, le Bénin est un pays spirituellement et mystiquement fort, tout le monde le sait. Nos ancêtres, nos parents ont découvert des choses formidables pour maintenir, pour garder leur foyer, parce que la femme est un bien précieux. Lorsque une femme est avec vous et sort avec un autre homme, c'est votre mort qui est programmée. Et donc nos parents ont trouvé des moyens pour empêcher la femme de tricher, de les tromper, et punir en même temps les hommes qui sortent avec les femmes d'autrui. Aujourd'hui, on s'en fout, tout le monde est à l'église et voilà, on s'en fout, on fait tout ce qu'on veut. Mais le phénomène existe et le phénomène tue. Et dans l'ignorance totale, il y a des gens qui meurent, des chefs d'entreprise, de grands chefs d'entreprise qui meurent. Du matin au soir, on met RIP, on dit mais qu'est-ce qu'il a eu? Non, voilà, il est allé à l'hôtel avec une dame. Et puis le truc, même à Godomé, la fois dernière, ça s'est passé, on a amené la police, la fille était là, groggy, mais l'homme était mort. Et voilà, un grand-père de famille avec une très belle voiture. Ça s'est passé dans une autre ville du Septentrion où le chauffeur est venu déposer son patron. Et le patron a dit, bon, dans 2 heures de temps, viens me chercher parce qu'il a 1 heure de pointage. Et 1 heure de temps après, il est venu chercher le cadavre de son patron parce que la femme avec qui le patron a eu un acte sexuel était minée. Être minée, c'est quoi? C'est qu'il y a un phénomène, il y a un ingrédient, je ne sais pas comment l'appeler, mais un système qu'on dépose chez la femme. Et lorsque l'homme l'approche, l'homme meurt. Il y a plusieurs méthodes, soit l'homme meurt en rentrant chez lui, soit le phallus de l'homme ne peut pas sortir. Il y a plusieurs méthodes. Cette méthode-là, elle est mystique, c'est ça? Elle est purement mystique, ça. Elle est purement mystique. Ça se passe de plusieurs manières. Rien qu'avec un petit fil que quelqu'un dépose et que vous enjambez, ça peut déjà commencer par fonctionner parce que ça peut déclencher le système parce que aujourd'hui, ce qui est dangereux, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont minées et qui ne le savent pas et qui ont quitté leurs hommes et qui n'ont pas enlevé n'ont pas enlevé la mine entre griffes, pour la ceinture entre griffes. Et ces femmes-là sont dans la ville en train de tuer. D'accord. Avant de venir justement à comment ou bien qu'est-ce qui se passe réellement quand une femme est minée et qu'au moment où elle quitte son homme, comment enlever ou bien comment procéder et tout ça. À quelle époque? Vous avez commencé par le dire, au moment où c'est au temps de nos arrière-grands-parents en Afrique. Est-ce que cela peut être considéré alors comme étant une pratique traditionnelle? En réalité, aujourd'hui, la société ne donne plus autant d'importance à la femme. La femme était une denrée très précieuse. Aujourd'hui, on voit des femmes libres qui ont plusieurs hommes à la fois et tout. Les colons nous ont apporté un système de déminage de nos principes sociétaux. Mais avant, les parents avaient des principes. Même la femme savait, même des femmes demandaient. C'est-à-dire que ça se faisait avec l'accord de la femme. Okay. Je suis ta femme, mine-moi, je suis avec toi à vie. Et vous savez, il y avait les rois avaient des femmes, et quand ils mouraient, on les enterrait avec les femmes. Il faut lire Doggy Simi de Paul Razoumen, c'est clair là-dedans. Donc, il y avait un système de fidélité absolue qui faisait que la femme était fidèle parce que la fidélité de la femme construit le foyer. La fidélité de la femme donne la santé. La fidélité de la femme donne le succès. Mais aujourd'hui, la chose la plus connue, c'est l'infidélité de la femme. Donc, au départ, nos parents n'étant pas sûrs de choses là, et les femmes demandaient même qu'on les mine. Donc, quand on les mine, c'est qu'il y a un système de confiance, il y a une conscience claire. L'homme sait que sa femme ne le trompe pas et la femme sait qu'elle ne trompe pas son homme. Donc, notre système était bien sur là. Mais lorsque les choses ont changé, que nous avons commencé par faire comme les Blancs, beaucoup de choses ont changé, mais le système existe et les gens continuent de le pratiquer.
Madame Apovo, docteur Essoa, commencez par le dire, à l'origine, c'est principalement pour régler ce problème d'infidélité et parfois même c'est avec l'accord de la femme. Aujourd'hui, vous êtes femme au foyer, mais tout de suite là, j'ai besoin de votre avis en tant que femme responsable d'une ONG. Est-ce que des hommes ou bien même des femmes se sont déjà confiés à vous au-delà de cet aspect de fidélité? Est-ce que des personnes se sont déjà confiées à vous pour vous dire que c'est pour résoudre d'autres problèmes qui sont allés vers le minage? Merci beaucoup pour la question, mais vous allez me permettre de Réagir. remonter, voilà, de remonter un peu dans les temps anciens pour compléter ce que le docteur Essoa dit. Au temps de nos grands-parents, ce n'était pas forcément pour la fidélité. C'était pour couvrir quelque chose. Parce que c'était le temps des mariages forcés et les mariages arrangés. Donc, lorsque la petite naît, déjà à partir de 3 ans, 5 ans, on connaissait déjà le premier, celui qui devait l'épouser. Lorsque la fille commence par grandir, à l'adolescence, il y a d'autres hommes qui commencent déjà par poser leur regard sur cette jeune fille-là. Mais comprenez avec moi que les parents commençaient déjà par recevoir de petits présents chez les parents de l'autre. Par rapport à l'enfant. Donc, pour ne pas poser les histoires de déshonneur sur l'autre famille, ou bien pour ne pas avoir de bruit entre les deux familles, les deux parents s'entendaient. Dans l'entente, comme le disait le docteur, disons que vous êtes la maman, docteur est le papa de la fille, nous nous entendons et il faut miner la petite. Oui, il faut miner la petite et tout le monde est consentant. Pour que, sauf la petite. Sauf oui, parce qu'elle ne sait pas ce qui se passe. Dans les temps anciens, si la petite désobéissait et allait vers un autre homme, il n'y a carrément pas d'entrée. Ce n'était pas la mort. C'était fermé. Fermé. Comme une porte. Ok, d'accord. Il y a le phallus est là, tout est là. L'homme peut bander, la femme est là et il n'y a pas d'ouverture. Donc, l'homme est là, il ne fait rien. Il a peur parfois. Il y a des hommes qui sont encore plus évolués et ils ont la possibilité d'ouvrir cette porte-là. Donc, si les parents constatent qu'il y a évolution dans ce domaine, c'est là où on va vers les codes, les choses mystiques. Et là, il y a mort. Donc, ce n'était pas dans l'intention de tuer autant de nos anciens parents. Okay. Dans les couples, aujourd'hui, vous m'avez demandé si je reçois des femmes minées. Oui. Je pense que c'est la question. Oui. Aussi, des hommes aussi viennent se confier à vous. Je vais vous étonner, c'est les hommes qui viennent plus parce que c'est les hommes qui sont plus minés maintenant. Ah bon? Comment ça? Comment? C'est quoi ça là? C'est bien réel. Les hommes minés viennent se plaindre pour le désenvoûtement. Les femmes minées aussi viennent. Mais dans les deux cas, je pense que c'est pour la femme qui est plus grave. Parce que l'homme miné, lui, il est complètement bête. Il ne sait plus ce qu'il fait. Il n'a Dieu que pour cette femme-là. Mais au moins là, dans ce cas, c'est juste pour n'avoir Dieu que pour... Non, il reste plus grave. C'est grave. Ah Il bon? va chez une autre femme, il n'arrive pas à se mettre en érection. Mais il ne et c'est meurt juste pas. cette seule femme-là qui le met en érection. Mais il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Mais c'est une petite mort. De ne pas pouvoir se mettre en érection devant la femme de son choix, c'est une petite mort en fait. Est-ce que la femme, bon, ça c'est juste une parenthèse, est-ce que la femme qui est à la maison n'est pas déjà la femme de son choix? De toutes les façons, c'est juste une Rebecca petite est intéressée. parenthèse. On peut continuer. Les femmes minées ont plus de problèmes Que les hommes minés. Et les femmes minées qui viennent vers moi, il y a plusieurs façons de présenter la chose. Une femme peut être minée, elle est belle, elle a toutes les facultés, elle a tout pour plaire à un homme, mais aucun homme ne s'approche. pose le regard sur elle. Ok, d'accord. C'est la première forme. La deuxième forme, c'est quand elle s'approche de l'homme, l'homme n'arrive pas à bander.
Mais son mari veut dire l'homme qui est avec elle bande. Deuxième niveau. Troisième niveau, quand un homme s'approche, l'homme a des démangeaisons. L'homme ne fait que gratter le corps, il n'a plus le temps de passer. Laisse. Voilà. Et la femme la plus grave, c'est là où l'homme meurt. C'est là où l'homme est collé, où l'homme, il finit, il meurt, ou bien il meurt là en même temps. Okay, et la femme est obligée de s'enfuir, ou si c'est un hôtel, elle est retenue par les agents de l'hôtel. Donc, s'il y a décès, c'est plus grave. D'accord. Donc, il y a plusieurs formes de miner la femme. De miner la femme. Ok. Ariane et Tadagui, vous avez entendu les causes qui peuvent amener un homme à miner sa femme. Mais selon vous, est-ce que ces causes ou ces motifs justifient justement cette pratique, Ariane? Ça pourrait justifier comme ça pourrait ne pas justifier. Parce que c'est vrai, on a eu droit à un cours d'histoire du docteur Florent Essek-Ressou, très intéressant, parce que j'ai appris pas mal de choses. C'est vrai, les causes sont là pour garantir la fidélité de sa femme et tout. Mais je me dis, quand vous vous mettez ensemble, là, vous ne vous faites pas confiance? Ou bien c'est parce qu'on est dans un monde, peut-être, je ne sais pas, où la confiance n'a plus sa raison d'être. Peut-être que M. Ressou va répondre à cette question. Il a commencé par peut-être qu'on a un réel problème de confiance. Qui ont changé. Oui, c'est vrai, mais est-ce à dire que tous les couples sont dans cette logique? Il y a quand même des couples aujourd'hui qui vivent sans cette pratique-là, qui sont heureux ensemble. Alors, pourquoi ne pas prendre exemple sur ces couples-là? Est-ce qu'on est obligé? Parce que, en fait, ce qui est plus dangereux dedans, c'est quand on dit que ça amène à la mort. Si ça peut amener, voilà, si ça peut amener à la mort, pourquoi on pratique ça? Pourquoi on ne se contente pas de, je ne sais pas, d'installer un climat de confiance entre son épouse ou son époux et soi? Je pense que le docteur Ressou va te répondre tout à l'heure. Mais avant, je vais avoir l'avis aussi de Tadagui. Alors moi, déjà, je suis choqué par tout ce que je viens d'entendre sur ce plateau. Vraiment, je suis choqué. À chaque fois qu'on aborde un sujet qui concerne, il est toujours choqué. Non, c'est la vérité parce que, vous savez, moi, je n'ai jamais entendu ces choses-là. J'ai beaucoup appris du docteur Ressou et de ma maman. Et vraiment, je crois qu'aujourd'hui, ça n'a plus sa raison d'être. C'est du meurtre purement et simplement. Parce que je ne veux pas placer quelque chose sur ma femme et anticiper que, bon, voilà, au cas contraire, ça peut tuer un homme comme moi, quoi. Ça veut dire que je suis un meurtrier, c'est pas bien. Moi, en tout cas, je ne vais jamais faire un truc pareil pour faire du mal à mon prochain. Et si je sens qu'on m'a miné, ou bien je suis miné, là, je me sépare carrément de cette femme-là et je vais chercher ma solution ailleurs. Vous me déminez. Quand même, ce que vous avez dit, c'est aussi dangereux. Tu peux pas être un homme et c'est seulement devant ta femme que tu es garçon et devant les autres filles. Ça, c'est très dangereux, ça. Attention. Docteur Ressou, vous allez répondre maintenant à Ariane. Si tu permets, il y a une autre question que j'aimerais poser au docteur Ressou. J'ai entendu, il a dit qu'il y a des femmes, par exemple, qui ont été minées, mais qui ne sont plus avec leur mari et tous leurs époux. Mais pourquoi est-ce que le mari, puisque vous avez divorcé, vous n'êtes plus ensemble, pourquoi est-ce qu'il ne démine pas, si je peux m'exprimer ainsi, la dame, et elle constitue un danger alors pour d'autres hommes? Est-ce que ça ne pose pas un problème? Merci beaucoup, Ariane. Je crois que, vous savez, les questions de sentiments sont des questions très délicates. Parce que lorsque vous aimez une femme, c'est de la folie. Et la femme n'est pas obligée de vous aimer en retour. Et vice-versa. Je souscris parfaitement à ce que la dame en face, Madame à pouvoir dit. Ça se passe aujourd'hui avec les hommes. Moi, j'ai plein de gens en consultation par rapport à ça, plein de femmes, plein d'hommes, parce que ça commence, voilà, tout va bien, et même c'est les deux qui s'entendent pour que ça soit fait. C'est le cas le plus consentant, ça. Mais ça se casse un jour, voilà, la femme a découvert que son homme est en train de chercher une autre femme, et puis voilà, elle prend ses clics et ses claques, elle s'en va. L'homme est tranquille, puisque il sait que cette femme-là est une tueuse,
professionnelle ambulant, est une tueuse en série. Alors, dans les cas où la femme sait, c'est pas grave, la femme dit, et il y a possibilité de la déminer, mais c'est pas facile parce qu'il faut comprendre le mode d'emploi et tout. Comme on l'a dit, il y a plusieurs systèmes. Vous savez, le beau, c'est la ruse de la réalité. Et donc, c'est un système plus un système dans un cas qui donne le résultat. Donc, l'antidote, lorsque c'est celui qui connaît l'antidote plus facilement. Alors, on a dit système de confiance. Non, lorsque une relation commence, on ne peut pas forcément savoir. Mais la culture des autres, sinon avant, au moins ça suffisait, c'était une société bien structurée, bien organisée, où tout le monde sait qu'on ne peut pas chercher une femme d'autrui. Et aujourd'hui, je suis désolé de voir des filles libres. Dans notre société traditionnelle, il n'y a pas de filles libres. Une femme, mais c'est une richesse. On la prend déjà dès la grosse. La dame a dit à 3 ans, c'est pas à 3 ans. Quand la femme est enceinte, on dit à celle qui est dedans là, c'est pour moi. Hein. Et on se fréquente avec un peu de sodabi, voilà, on est très gentil. Et quand la fille sort, et c'est entendu. C'est un malentendu socialement entendu, et ça se construit ainsi. Mais c'est quand les autres sont venus qu'ils ont dit « Ah, ça, ce n'est pas bon. Ah, c'est pas humain. Ah, c'est si. » Ils nous ont même dit... dans la semaine, j'ai été choqué d'entendre un prélat togolais dire que l'Église catholique n'a jamais interdit la polygamie. Ce qui est grave. Ils nous ont interdit la polygamie. Nous, c'est notre polygamie. On ne peut pas être monogame. Aucun Africain ne peut être monogame. Ce n'est pas possible. Alors, si vous voulez, on souscrit tous à l'hypocrisie sociale, et on joue à la comédie. Mais on ne peut pas être... Comment voulez-vous qu'un Africain pur sang soit monogame? C'est-à-dire que lui, donc, c'est justement pour ça qu'il ne peut pas être monogame, qu'il mine sa femme. C'est que c'est entendu. Je suis un sociologue, je suis en train de faire la photographie de ma société, et tout le monde sait. Maintenant, nous pouvons dire à notre femme que nous ne cherchons aucune femme dehors. Ça, on s'entend là-dessus. Et on prend ça ainsi, on l'admet. C'est une vidéo qui passe aussi, on dit, bon, je veux te mentir en te disant, je crois que tu as mon mensonge de prendre ma bague. Il dit, oui, je crois à ton mensonge que tu ne vas plus chercher de femme, etc. Et puis on prend la bague et on continue. Alors, le problème, c'est que dans nos sociétés où ces trucs-là existent, c'était normal. Mais après, les choses ont radicalement changé. Les télénovelas sont venues et nos filles ne comprennent même pas aujourd'hui ce qu'on appelle fidélité. Il y a des filles qui ont 10 partenaires parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles font, parce qu'elles ont vu ça dans des films. Notre société est complètement désactivée, notre société est complètement tuée. D'accord. Alors, quand on parle toujours du système de fidélité, est-ce que vous ne trouvez pas que ce serait mieux d'utiliser plutôt ce système-là avec son enfant, sa fille, pour empêcher plutôt les jeunes hommes du quartier, les viols et autres, sécuriser son enfant, mais à l'âge où elle tombe, à l'âge où elle est censée connaître l'amour, on lui enlève tout simplement cette barrière-là? Moi, je ne suis même pas pour le système. D'accord. Je ne suis pas pour ça parce que, vous savez, en matière de pratiques mystiques, il n'y en a aucune qui soit sans inconvénient. Il y a toujours d'inconvénients. Parce que lorsque vous déposez, par exemple, lorsque vous êtes un homme et que vous minez votre femme, d'abord, vous minez, vous allez me faire venir pour parler de la puissance matricielle, les pouvoirs du vagin. On ne mine pas le vagin parce que c'est l'appareil le plus indépendant, le plus dangereux, le plus grave au monde. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec le cunilingus, parce que j'ai défendu que ça enlève le pouvoir du verbe pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils font lorsque vous n'avez pas préparé votre langue pour que ça aille là-bas. C'est que vous désactivez votre pouvoir du verbe. Je le soutiens, je l'affirme et j'ai des gens que je consulte. Parce que là-bas, lorsque la femme a fait l'amour avec 4 hommes et a épousé le 4e, elle peut faire un enfant qui ressemble au 2e. Parce que le vagin, excusez-moi de l'appeler par son nom, est une boîte d'enregistrement, c'est une caméra surveillance.
Lorsqu'une femme a couché avec 20 hommes, c'est qu'elle a pris les vibrations négatives et positives de ces 20 hommes-là qu'elle brasse. Et quand toi, tu rentres dedans, tu ramasses. Chacun qui rentre dedans ramasse. Et ça continue, oui. Le sexe de la femme n'est pas un objet de plaisir, pas du tout. On ne rentre jamais dedans sans inconvénient. C'est pour ça que, au départ, nos parents faisaient la promotion de la virginité. C'est pour ça qu'on faisait comment on appelle ça, lorsqu'on coupe le clitoris de la femme, on appelle ça l'excision. C'est pour ça qu'on fait l'excision. Et quand on fait l'excision, le clitoris qu'on coupe sert à quelque chose dans le foyer de la femme pour que son homme lui soit fidèle. On va revenir sur ça. Les pratiques de nos ancêtres étaient des pratiques calquées, structurées, bien faites pour la société. Aujourd'hui, les Blancs sont venus nous dire que tout est mauvais. On a soufflé cette société-là. Et puis on est choqué. Menagun Taragbe a dit qu'il est choqué. Matthieu, dans la Bible des chrétiens, Osée 4, verset 6, on a dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Il faut savoir, surtout quand tu es garçon. Il faut savoir. C'est pour ça que moi, quand j'ai soutenu ma thèse sur la sorcellerie, personne n'a rien compris. On a dit que voilà, quand on n'est pas sorcier, on ne peut pas soutenir une thèse sur la sorcellerie. C'est la même chose pour la sorcellerie. La sorcellerie n'a jamais été une mauvaise chose. Oui. C'est les définitions que les Blancs nous ont données qui présentent la sorcellerie comme ce que vous savez. Et c'est en fait pour noircir notre culture, pour dire que ce que nous faisons est mauvais. La preuve, il y a un Zimbabwéen qui a fabriqué une voiture, son truc là. Ouais. Ils l'ont amené aux États-Unis, ils ont copié ça et le gars est porté disparu il y a 2 semaines. Maintenant, justement, je voulais poser la question, qu'est-ce qui se passe généralement quand une femme est minée? Très rapidement, comment ça se manifeste pour l'homme? Parce que la femme ne sait pas, n'est-ce pas? Non, comme elle a dit, vous savez, ça dépend. Lorsque le mineur veut être gentil, lorsque la femme va chez un homme, vous allez voir un appareil génital féminin bien grand, mais quelle que soit la petitesse de votre phallus, ça n'entre pas. Ça n'entre pas là-bas. Ça c'est une forme? Ça, c'est une forme. La deuxième forme, ça rentre, mais ça ne sort pas. Vous faites correctement votre affaire, il n'y a pas de souci. Et au moment maintenant de sortir, on doit venir vous voir là-dedans. La honte, quoi. Oui, la honte. Et il y a un petit truc qu'on va faire. Enfin, l'antidote, c'est qu'il faut qu'un certain nombre de personnes vous voient en train de faire l'acte. Oh. Et on doit vous promener, tout le monde doit vous voir avant que ça s'enlève. La honte. L'une des formes aussi, c'est que lorsque tu plonges ton truc dedans, tu fais correctement, tu enlèves, mais ton appareil commence à devenir démesurément grand. Ok, tout de suite. Tout de suite, c'est-à-dire que ça ne ramollit plus. Dès que tu sors, ça garde sa forme et ça commence jusqu'à ce que ça te tire, jusqu'à ce que tu partes. Okay. Et il y en a plusieurs formes. Il y en a plusieurs formes. Il y en a aussi que, voilà, le phallus, c'est pas que ça sort, mais ça rentre dedans. Ok, d'accord. Etc. Donc, c'est un système qui existe et nous, les hommes, devons faire très attention. Très attention. En votre qualité d'homme tout court et de sociologue, vous êtes contre cette pratique? Moi je suis contre parce que c'est pas tout qu'il faut faire. Lorsque vous êtes avec une femme, il vaut mieux que ce soit une confiance. Si la femme ne veut plus de vous, qu'elle parte tranquillement. Parce que je pense qu'aujourd'hui, nous avons compris ce que c'est que le sexe de la femme. Parce qu'on ne fait pas ça impunément. Lorsque tu mines une femme, ça a des répercussions sur ta progéniture. Parce que le sexe de la femme, c'est un système, c'est une machine que Dieu a mise en place, qui est une machine fondamentalement libre. La femme en fait ce qu'elle veut, quand elle veut, où elle veut. Elle est la seule à en récolter les conséquences. Donc personne n'a le droit de miner le sexe de la femme. Madame Apovo, tout à l'heure, à l'entame de ce débat, j'ai commencé par vous dire, est-ce que vous êtes minée? Vous avez dit non. Le docteur Essoa a cité quelques formes qui prouvent qu'une femme est minée. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous n'êtes pas minée? Je vais remonter encore. D'accord. Nos grands-parents, quand ils minaient les filles, ils avaient le code. Et le code, il y a quelqu'un d'autre qui connaît ce code-là. Mais maintenant, au temps de nos jeunes, c'est l'anarchie. C'est le désordre total quand on va quelque part dans un coin trouver un marabout. Quand on prend ce code-là, quand on place, 2 jours,
Voilà, 2 jours, 3 jours, le monsieur fait accident. Le marabout? Le monsieur qui a allait faire. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qu'on mine. Okay, c'est pourquoi j'appréciais ce que le docteur disait. Ce n'est pas toutes les femmes qu'on mine. Tu peux miner une femme aujourd'hui, demain tu peux mourir. Okay. Donc si tu meurs sans donner ce code-là, tu es mort, mais tu es un désincarné. Tu vas errer tout le temps parce que tu as fermé un bouchon, tu as fermé la porte de Dieu. Parce que nous sommes des donneuses de vie. Et la vie passe par le vagin. Nous n'allons pas voiler les choses. La mort aussi. La mort est là, la vie est là. Mais nous donnons plus la vie. Parce que c'est Dieu qui nous a donné ce pouvoir. Et si tu décides de fermer ce trou, il faut savoir en même temps que tu as un problème avec Dieu. Nous ne disons pas ça pour protéger les femmes. Nous sommes en train d'expliquer aux hommes ce qu'ils sont en train de faire parce qu'au temps de nos grands-parents, nous ne sommes pas ici pour encourager cette histoire pratique, de... Non, pas du tout. C'est-à-dire, nos grands-pères faisaient ça pour un temps donné. Et soit c'est la cousine ou la maman ou quelqu'un là connaît. C'est comme ce que nous faisons avec nos portables maintenant. Quelqu'un Si je connaît mets le mon code, si je ne si suis mon pas mari là. ne sait pas, il ne peut pas décoder. Non. Si mon enfant ne sait pas, si tu mets de code dans ton portable, s'il y a Momo, assez de Momo dedans, si aujourd'hui tu trépasses, tu passes de via trépas, mais personne ne pourra décoder. Non. On est obligé d'aller voir les spécialistes. Donc, parfois même les spécialistes ont des difficultés pour faire choses. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, je passe par là pour dire aux hommes que c'est une méthode malsaine. C'est une méthode qui rend l'homme pauvre. Allez dans les bas quartiers, ou bien aller voir les hommes qui ont décidé de miner leurs femmes. Ils sont tout le temps dans la pauvreté. Ils sont malades. Ils ne sont pas épanouis. Mais ils préfèrent être comme ça et voir leurs épouses commettre des crimes sans en être responsables. Totalement. Donc c'est quelque chose que nous ne pouvons pas encourager. Mais au même moment, la femme, Ariane disait, si il y a la confiance. Mais le docteur a répondu qu'il n'y a pas de confiance aujourd'hui. Parce que tout le monde est émancipé, tout le monde veut faire comme les Blancs. Il n'y a pas de brousse dans la ville. Voilà, on dit on peut aller se laver dans la mer, revenir. Il y a même ces petits spirituels entre griffes, excusez-moi, qui encouragent les femmes à aller voir au dehors. Ce n'est pas possible. En coulisses, je vous ai dit quelque chose, mais le docteur a fait sortir la chose. Oui. J'ai dit, il y a des débats que je ne pourrais pas faire parce que je ne peux pas être hypocrite. Un homme africain, de surcroît béninois, vous dit qu'il est monogame. C'est de la pure hypocrisie. Ah bon? C'est pas possible. Ah, qu'est-ce que vous en savez? Monsieur Talagbe n'aime pas ça. Non, là, Parce qu'il dit qu'il est monogame. Il est fidèle à sa femme. Nous le savons. Même les épouses savent que nous savons très bien que nos maris ne sont pas fidèles. Donc les femmes, mais on va à l'église, on va faire du théâtre au nom de la fidélité. Je te mets là-bas, c'est autre chose. Ok, on continue avec... Maintenant. Le théâtre est un genre social bien utilisé. Voilà. Oh, c'est autre chose en dessous. Donc, il a fait sortir. Ça m'a réjoui. D'accord. Donc, je reviens à votre question. Ma question, comment Madame a prouvé qu'elle n'est pas minée? Parce que j'ai pleinement confiance en moi et en mon homme. Il me fait totalement confiance. Comment? Parce que moi, je connais les méfaits de l'infidélité. Je sais ce que ça donne. Une femme fidèle au foyer, je sais le pouvoir qu'elle a. Donc, mon mari, à chaque fois, on fait ce débat devant nos enfants. Et moi, mon plus grand devoir, c'est de prôner la fidélité. Ce n'est pas de contraindre les femmes, mais je leur dis la vibration qu'elles dégagent. Quand elles sont fidèles. Quand elles sont fidèles. Les femmes de pouvoir sont des femmes fidèles. D'accord. Donc, c'est ma maman qui m'a inculqué cette éducation. Et j'ai vu qu'avec sa fidélité, sans même aller aux méthodes malsaines, elle a gagné. Elle a gagné. Et j'ai suivi la piste et j'ai vu que c'est un bon pouvoir. J'exhorte les femmes à expérimenter ce pouvoir de fidélité dans le couple. Merci. Donc, avec ça, mon mari sait que si je vais voir ailleurs, c'est mon problème. Il n'a même pas besoin de me miner. D'accord. Vous m'avez demandé
Comment je le sais? Oui. Non, mon mari, quand l'homme mine la femme, ils ont des manières, quand ils veulent passer à l'acte, non. Ah, ok. D'accord. Il faudrait que les femmes soient éveillées maintenant. D'accord. Quand ils veulent passer à l'acte, ils ont des manières. Ils ont des petites choses qu'ils ruminent. Avant de... Oui. Pour enlever ça d'abord. Tu as pensé que c'est des mots d'amour. C'est des incantations. D'accord. C'est vrai que le temps est vraiment parti, mais il y a une question que je voudrais bien poser. Et je vais commencer par Ariane et Tarabé. D'abord, Tarabé lui a donné son avis. On a compris que lui, non seulement il est... Non. Ariane, tu as entendu, mais est-ce que tu penses que, avant de poser ma question, bien sûr, est-ce que tu penses que ces méthodes justifient tout ce qui se passe? Et au-delà, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, au sein du couple? Toi, tu as commencé par parler de la confiance. Dr Essou et Mme Apouvon ont dit qu'au-delà de cette confiance, d'ailleurs, même qu'il n'y en a plus, mais au-delà, il faut aussi quand même penser à passer par d'autres méthodes. Non, mais En conclusion, toi, tu dirais quoi? Non, moi, je vais revenir sur la confiance. Je pense que pour moi, c'est le seul moyen, installer le climat de confiance entre l'homme et la femme. Je pense que c'est la seule méthode, en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'il n'y a plus de confiance parce que les femmes sont ci, les hommes sont ci et tout, mais je pense quand même qu'il y a... toujours penser à cette confiance-là. On doit toujours penser à la confiance. Et Mme Akova a dit quelque chose tout à l'heure qui m'a impressionnée. Elle dit qu'elle parle de ce genre de sujet devant ses enfants. Oui. Ça veut dire qu'elle éduque ses enfants et demain, ses enfants savent qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et je pense aussi que c'est une bonne stratégie pour éviter, en fait, aux enfants de demain ou aux adultes de demain, j'allais dire, de tomber dans ce piège-là. Voilà. Non, moi je crois que j'ai beaucoup appris sur ce plateau. Il y a beaucoup de choses que j'ignorais. Et merci beaucoup à vous. Eh bien, moi je dis, je vais clarifier devant les téléspectateurs, je suis monogame. Mais je crois aussi que la polygamie, c'est une solution pour quand même sécuriser les filles qui sont dehors. Justement, parlons des filles. Tout le temps, on a parlé des femmes au foyer qui sont minées très, très rapidement parce que le temps est parti. Mais qu'en est-il des jeunes filles? Parce qu'il y a des hommes qui minent des jeunes filles qui ne sont pas forcément liées à eux par les liens sacrés du mariage, à savoir la dot, la connaissance des parents. Qu'en est-il très rapidement avant que le docteur Essou parle? Normalement, ces envoûtements travaillent sur une loi donnée. D'accord. La femme que tu n'as pas dotée, la femme qui n'est pas la tienne, qui ne dort pas dans ton lit tout le temps, et que tu as trouvé dans la rue, et tu l'as miné, je pense qu'on va trouver un autre jour, revenir sur ce sujet, parce que c'est vraiment... C'est lourd. D'accord. Les jeunes filles, je leur conseille simplement de dire la vérité aux hommes. C'est-à-dire, il y a des hommes, quand ils dépensent sur la femme, ils deviennent fous. Ils sont pires, ils commettent des assassinats, sans le savoir. Parce que c'est des hommes qui te construisent des maisons, qui t'achètent de belles voitures. Mais tout ça, ça ne veut pas dire que tu l'as mariée. Non, c'est des femmes qui ont accepté d'épouser ces hommes, mais qui n'ont pas encore reçu la dot, mais qui sont bien assises, et qui sont entretenues par ces hommes. Dans ces conditions, est-ce que si le monsieur mine cette femme-là, ça va marcher? Ça va marcher parce que tu as déjà bouffé beaucoup d'argent et tu lui as promis quelque chose. Dieu n'est pas bête. Il y a un accord, même si ce n'est pas écrit. Voilà, Dieu n'est pas... Ça dit Dieu n'est pas comme nous. Et tout ne fonctionne pas comme nous voulons. Il y a des lois. Ce n'est pas le docteur Rest qui me dira le contraire. Et d'ailleurs, je lui donne la parole en guise de conclusion. Je crois que nos sociétés d'avant avaient des principes adaptés à comment elles fonctionnaient. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, nous devons nous réadapter, nous devons revoir les choses parce que les filles ne savent plus ce que c'est que la fidélité. Or, une femme qui a une matrice a un pouvoir. C'est vrai que j'ai dit dans mon livre « La puissance matricielle » que le vagin est porté par la femme, mais toutes les femmes ne méritent pas de porter le vagin parce que le vagin est un appareil très grave, très dangereux, que tout le monde ne mérite pas de porter. Et il est interdit, il n'est pas bon de miner une femme. Lorsque vous êtes avec une femme qui ne veut plus de vous, laissez la partir. Parce que lorsque vous la retenez, c'est de l'empoisonnement
intégrale de votre vie, puisqu'une femme qui ne veut plus de vous, qui est avec vous, est déjà en train de vous tuer à petit feu. D'accord. Tel que vous avez proposé, pendant que vous étiez en train de donner vos réponses, on reviendra pour parler de la puissance matricielle. C'est bien ça? Ce sera l'occasion d'aborder donc l'aspect de ces jeunes filles-là qui sont aujourd'hui minées qui aussi. Qui s'amusent avec le sexe féminin, le sexe féminin ne s'amuse pas avec. En tout cas, on va en parler. Merci à vous, chers amis. Dr Florent Eustache-Resso, merci pour ces précisions qui nous renseignent et enseignent en même temps. Merci Madame Fenois Pauvo, toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Chers chroniqueurs, Ariane et Taragbe, merci. Merci aussi aux téléspectateurs pour votre fidélité. Prochain rendez-vous, c'est déjà demain à 12h. Bye bye.